Bien le bonsoir, voici les titres de ce journal. Dans l'actualité de ce 23 mai 2022, une dame d'une trentaine d'années périt dans les flammes. Drame la nuit dernière à l'ancienne piste de Ouakam, constat des stigmates du violent incendie dans ce journal. Zone de captage, l'enfer au quotidien. Les riverains du bassin de rétention notamment sont pris au piège entre l'atmosphère irrespirable, l'insécurité et l'assaut permanent des moustiques. L'enquête du lundi, Akon City est-elle étouffée dans l'œuf? Le projet du chanteur sénégalo-américain suscite des interrogations. La rédaction d'ITV s'est rendue sur place pour glaner quelques réponses. La fenêtre biennale s'ouvre ce soir sur le pavillon Sénégal avec un tout petit brin de sémantique. Bienvenue à tous, le développement dans un instant. Bienvenue à tous, Ouakam d'abord avec ce réveil brutal des habitants de l'ancienne piste. Un violent incendie a emporté une jeune dame âgée d'une trentaine d'années. Le drame s'est produit la nuit dernière. Les dégâts matériels sont tout aussi importants. Reportage sur place, Mafal Fall et Pape Alunsar. Les lieux gardent encore les traces de la violence du feu. Des maisons complètement détruites par les flammes ne laissent au sol que la couleur noire, l'air embaumé par une odeur de fumée. Hommes, femmes et enfants marchent sur les décombres pour trouver les quelques bagages qui ont résisté à cet incendie. Mati, bébé entre ses mains, a tout perdu. Sa petite famille cherche refuge. Ma maison était ici. Elle a été emportée par les flammes. J'ai perdu tous mes bagages. Actuellement, je suis là avec mes 2 enfants. J'attends l'arrivée de mon mari pour avoir quelque part où aller. Elle a perdu ses biens, une autre femme y a laissé sa vie. La victime s'appelle Aminata Sao, ce riverain raconte. Il y a une femme qui est morte à cause de l'incendie. Je ne la connais que de nom. Elle s'appelle Amina. Les femmes que vous voyez là-bas ont tout perdu. Il faut vraiment que les autorités les aident parce que la situation est difficile actuellement. Difficile de savoir pour le moment les causes de cet incendie, mais les soldats du feu ont remporté leur combat. Pour le moment, les victimes établies à l'ancienne piste tentent de sauver leurs biens dans cet endroit difficile d'accès et où ces types d'incendies sont récurrents. La zone de captage quasiment en apnée, le bassin de rétention rend l'atmosphère irrespirable dans le quartier. L'eau nauséabonde propice à l'épanouissement des moustiques menace la santé des riverains. Les habitants confrontés par ailleurs à un problème notoire de sécurité. Nous y revenons juste avant la fin de ce journal, bien entendu, avec Barasso Aliousso qui était sur place. Nous nous rendons à Guinaw Rail qui prend les devants pour éviter de subir justement les affres des inondations à la veille de l'hivernage. La commune décide de prendre le taureau par les cornes. Le maire Waldio Ndiaye en a donné l'assurance. Écoutez-le. Respecter ses engagements. Et ces engagements, moi je dirais tout simplement que nous commençons à les respecter. En quoi faisant, dans un premier temps, par rapport aux inondations, je prends la population en témoin, nous avons démarré nos travaux il y a longtemps. Et par rapport à ces travaux, nous avons tout fait pour essayer de trouver les moyens qu'il faut pour quand même réaliser ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au niveau de la commune pour lutter contre les inondations qui aujourd'hui est un fléau qu'il faut sérieusement combattre. Parce que Guinaw Rail, quand tu discutes avec eux, qu'est-ce qu'ils te disent? Ce qui nous intéresse, c'est de lutter contre les inondations, dans un premier temps.
Train express régional, les impactés de la phase 2, Sébikotane notamment, réclament la hausse de l'indemnisation. Ils sont montés au créneau pour justement exprimer la désapprobation du barème proposé. Écoutez. Le collectif des impactés du terre de Sébikotane, Taxawu Sunu Moomel, réclame toujours des indemnisations à la hauteur du préjudice subi. Il demande à l'APEX de revoir le barème à la hausse. En conciliation, on s'est rendu compte que le barème appliqué par RAPIX est celui de 2010, qui d'ailleurs a été catégoriquement rejeté par les impactés de la première phase, car étant une véritable misère. Pire encore, l'APIX ne veut pas payer les terrains nus et prévoit une modique somme pour les locataires et les places d'affaires. En plus de tout cela, l'APIX joue à la diversion en occultant toutes les primes et indemnités allouées à cet effet. Et appelons l'APIX à la raison et exigeons de lui de revoir le barème car nous sommes en 2022 et non en 2010. Le collectif Taxawu Sunu Moomel réclame la prise en compte de tous les impactés de Sébikotane pour cette deuxième phase des travaux du train express régional. De payer le foncier, le bâti ainsi que toutes les primes en un seul et unique chèque. De revoir à la hausse la somme allouée aux locataires et aux places d'affaires. De nous trouver un site de recasement avec papier administratif à l'appui. Enfin, de reprendre tous les contrats signés déjà avec le barème de 2010. À défaut de quoi, aucune maison ne sera démolie, aucun terrain ne sera rasé et nous nous battrons jusqu'au dernier souffle. Toutefois, nous lançons un appel solennel au président de la République, M. Macky Sall, à intervenir avant que l'irréparable ne se produise. Le collectif dénonce les conciliations individuelles de l'APEX qui, selon les impactés, tenteraient de les diviser. Nous poursuivons nos efforts pour tenter de joindre l'APIX pour recueillir sa version des faits. La zone de captage, nous y retournons quasiment en apnée, je vous le disais tantôt. Les bassins de rétention rendent l'atmosphère irrespirable. L'eau nauséabonde, propice à l'épanouissement, vous le savez, des moustiques, menace également, naturellement, la santé des riverains, des habitants également confrontés à un problème notoire de sécurité. Un reportage de Bara Sow et Aliou Sow. À cette heure, à la zone de captage, chacun se précipite pour rentrer avant le crépuscule. Pour cause, les moustiques prennent d'assaut le quartier à la tombée de la nuit. Les riverains confient que la cohabitation avec le bassin de rétention leur cause d'énormes préjudices. Le bassin nous cause énormément de problèmes. Les populations n'arrivent pas à sortir au-delà de 19h, 20h. Parce que tout simplement, il y a la présence des moustiques. Partout. Notre santé est menacée, mais notre sécurité aussi est menacée. Les habitants se désolent de la situation et pointent du doigt l'État de ne pas réagir pour améliorer leur cadre de vie. Autorités, dañoo respecté wul joxuñu cër. L'État du Sénégal se fout complètement des habitants de la zone de captage. Nous sommes confrontés à des moustiques qui peuvent nous donner le paludisme. À cause du bassin de rétention, nous respirons une odeur aussi très nauséabonde. Et l'État ne dit rien. On ne les entend presque jamais. Le service d'hygiène aussi doit venir désinfecter ce bassin. War nañoo ñëw tamit di pompe li nga xam ne moom mooy bassin de rétention bi. Une atmosphère difficile à vivre pour ces riverains qui interpellent les autorités compétentes. Donc nous appelons l'État, nous appelons aussi le maire de la commune, mais nous appelons aussi les autorités compétentes et les bénévoles à régler ce problème-là. Pourquoi pas ne pas ériger des infrastructures en mettant un couvercle, des infrastructures sportives, je ne sais pas, mais des infrastructures d'autre nature. Ou bien l'État doit investir et beaucoup investir pour faire chasser ces moustiques. Zone de captage, une localité où le cadre de vie est perturbé par le bassin avec la présence des moustiques
Une situation qui risque de s'aggraver avec l'hivernage qui se profile à l'horizon. Aliou Sow, merci. Éducation à présent avec le secrétaire général de l'Union nationale des enseignants du Sénégal qui place le G7 au banc des accusés. Abdourahmane Kane reproche à l'intersyndicale une absence d'inclusivité dans le dialogue social, d'où à ses yeux les difficultés à faire face à la problématique des abris provisoires, mais également à celle des classes pléthoriques. Mountaga Kane. Les abris provisoires et les classes pléthoriques constituent une vraie entrave au bon fonctionnement de l'enseignement dans certaines parties de l'intérieur du pays. C'est l'avis du secrétaire général de l'Union nationale des enseignants du Sénégal qui compte rencontrer les autorités ministérielles pour qu'une solution puisse y être apportée. Mais on se rend compte que les enseignants, surtout ceux de l'intérieur du pays, ils vivent un calvaire extraordinaire. Ne serait-ce que les abris provisoires, donc les classes pléthoriques, ça vraiment c'est des choses que nous déplorons et nous verrons le ministre de l'Éducation et le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle afin d'apporter vraiment une solution à ces maux dont souffre le système éducatif. Pour lui, le dialogue social est loin d'être inclusif, ce qui freine beaucoup son efficacité. Dialogue social, pour l'instant, nous disons que ça se limite qu'aux mots, qu'aux verbes. Nous disons que le dialogue social doit être inclusif. Du moment que c'est pour régler le problème de l'éducation, il y a des enseignants qui appartiennent à des syndicats, donc toutes les organisations syndicales doivent être invitées autour de la table afin de parler du dialogue social. Le leader de l'Union nationale des enseignants du Sénégal n'a pas été tendre avec le G7 qu'il accuse de les avoir relégués au second plan. Normalement, il devait nous consulter avant d'aller voir le gouvernement. Après avoir vu le gouvernement, il devait nous revenir pour nous rendre compte. Mais ceux qui sont censés nous recevoir, s'ils vont voir le gouvernement pour régler que des questions crypto-personnelles et dire au gouvernement, ces gens là-bas, il ne faut pas les recevoir parce qu'ils ne sont pas représentatifs, là je dis non. Nous n'allons pas rester bras croisés pour regarder notre mort programmée. L'Union des enseignants du Sénégal, qui est née des flancs du collectif des professeurs vacataires, prône l'unité des syndicats, qui est, selon ses dirigeants, une condition sine qua non pour le développement de l'école sénégalaise. PSE Vert, des experts se penchent sur 182 programmes de ce volet écologique du plan Sénégal émergent. 35 jours pour une meilleure structuration. Une feuille de route sur une décennie est attendue au terme des travaux pour la préservation justement de notre environnement. Mafalfal et Mam Seynabou Babou, compte rendu. Le Sénégal établit sa feuille de route environnementale pour la prochaine décennie. 5 semaines consécutives d'ateliers intenses de structuration du programme PSE Vert. En croire le ministre de l'Environnement, 182 programmes seront revisités lors de ces 35 jours. La structuration du PSE. Tout à l'heure, vous avez regardé en même temps que nous défiler 182 programmes qui vont être revisités durant 5 semaines par des experts de tous les secteurs pour nous présenter à la fin de chaque semaine une situation à mi-parcours. Nous allons recevoir les livrables qui vont être présentés pour la validation de la haute autorité. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable invoque la quintessence du PSE Vert. Selon lui, celui-ci représente le reverdissement de notre économie. Pour reverdir notre économie, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a choisi une trajectoire de développement économique et social sobre en carbone. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans tous les projets et programmes initiés par l'État du Sénégal, la dimension environnementale sera prise en charge. En croire le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, l'idée de ce projet est de permettre à l'État du Sénégal d'exploiter ses ressources naturelles tout en préservant l'environnement. L'importance de ce projet, c'est de fédérer toutes les initiatives tendant à permettre à l'État du Sénégal de profiter au maximum de l'exploitation de ses ressources naturelles sans préjudice de la préservation de l'environnement.
permettre dans ce cadre-là de tirer profit de cette économie issue des initiatives environnementales, mais aussi des initiatives solidaires, des initiatives sobres en carbone, mais qui respectent l'environnement et l'économie circulaire. Au-delà de la préservation de la nature, de notre environnement, ce projet vise également à créer des emplois pour participer au programme Xëyu Ndaw ñi. 17 ministres de la justice de pays membres de la Cour pénale internationale à Dakar, un séminaire international qui accueille tout aussi des magistrats de plusieurs pays, des échanges autour de la lutte contre l'impunité des crimes du statut de Rome et d'autres crimes graves ou connexes. Le garde des Sceaux a saisi cette occasion pour saluer à ses yeux la réputation des magistrats sénégalais à travers le monde. Voici Malik Sall au micro ITV de Abdoulaye Wade. Cette conférence est d'une responsable particulière. Vous savez, la Cour pénale internationale, c'est quand même la Cour pénale internationale. Fruit du traité de Rome. Cour bu mel noonu bu buggee waxtaan ak Afrique. Non, une cour pareille qui décide de parler aux Africains et qui choisit le Sénégal comme terre, un lieu de rencontre, ça doit nous prouver que notre justice est une justice qui est appréciée au niveau international. Ce qui le confirme, c'est qu'au-delà du respect que cette cour a pour le Sénégal, pour sa démocratie et pour l'indépendance de sa justice, cette cour est composée d'énormément de Sénégalais. Et ces Sénégalais n'ont pas été nommés par décret. Ce sont des Sénégalais qui ont été élus sur la base de leurs compétences et choisis par les autres États. Celui qui est à côté de moi, le procureur Ndegnan, était procureur général à Saint-Louis. C'était le directeur des affaires criminelles. Légui, aujourd'hui, il est l'adjoint du procureur de la République. Ça prouve effectivement que notre pays a les moyens humains qu'il faut. Si vous voyez le responsable des relations internationales au niveau de ces pays, c'est également un magistrat sénégalais, Amadou Ba. Le procureur de la Cour pénale, quand il est arrivé, il a sollicité que notre pays mette à sa disposition un cadre qui était aux Nations Unies et dont la compétence est avérée sur un certain Mamadou Racine Ly. Et notre confrère également, notre ami Mbaye, Aziz Mbaye, qui est un élément majeur de la Cour pénale internationale, également un Sénégalais. Donc objectivement, je pense que nous, les Sénégalais, nous aimons bien cracher sur ce qui nous appartient. Mais le monde entier est fier de ce que nous sommes, est fier de notre démocratie, est fier de notre justice et apprécie à sa valeur les juges de notre justice sénégalaise. Birmanie, 14 corps retrouvés échoués sur une plage. Certains d'entre ceux-ci sont identifiés comme étant des Rohingyas. 61 personnes se trouvaient à bord du navire selon les survivants. 12 d'entre elles sont portées disparues, déclare un membre du groupe de sauvetage. Guerre en Ukraine, 87 morts dans le bombardement russe qui a visé la base de Desna, annonce de Zelensky. Cette attaque qui a eu lieu mardi est l'une des plus meurtrières depuis le début de ce conflit. Tournée nationale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Louga était à l'honneur au deuxième jour. Sont suivies les étapes de Pire, Ngaïmékhé et Kébémer. La caravane a fait des heureux. Cependant, certains déplorent un déficit de communication à leurs yeux et une attente assez longue depuis le sacre des Lions de la Teranga en février dernier. Seydina Mbaye et Amadou Bari. Sur la route nationale numéro 2, après Thiès, Tivaouane, Pire, Ngaïmékhé et Kébémer sont des passages obligés avant de relier la ville de Louga. À la traversée de chaque localité, les autorités municipales et étatiques ont tenu à accueillir la caravane du ministère des Sports à tour de rôle. Cependant, au milieu de cette communion, des voix dissonantes n'hésitent pas à se faire entendre. C'est le cas de ce jeune marchand ambulant qui trouve le timing pas forcément approprié, plus de 3 mois après le sacre historique des Lions.
Je trouve un peu tard cette tournée nationale du trophée. C'est comme si les gens ont tourné la page. L'enthousiasme du sacre s'est estompé et les cœurs n'y sont plus. On aurait dû y penser plus tôt pour plus de mobilisation. On se projette vers les perspectives comme la Coupe du Monde et les prochaines qualifications. Alors que la délégation est en train d'être reçue par les autorités de sa localité, ce conducteur de mototaxi ne se sent pas impliqué dans cette tournée. Il vient juste d'avoir l'information comme quoi que la caravane est de passage chez nous. Alors que si nous l'avions appris très tôt, on aurait dû mobiliser le 12e Gaindé du village. Pour moi, l'information n'a pas pu passer normalement. Autre critique, autre suggestion pour drainer du monde, cet élève en classe de 5e estime que la fédération de football aurait pu embarquer à son bord 1 ou 2 joueurs de la tanière pour servir d'attraction du public. Ce serait mieux d'embarquer à son bord des joueurs de l'équipe, même si je trouve que c'est une bonne chose qu'on amène le trophée dans les régions. Avec un joueur de l'équipe nationale dans la caravane, il y aurait plus de monde qui serait attraction du public. La caravane poursuit ainsi son périple avec l'étape tant attendue de la capitale du Nord en ce début de semaine. Et le tour d'Europe, justement, des Lions de la Teranga. Au menu ce soir, l'Angleterre, la France et l'Italie. Cheikh Diop. Clap de fin pour le championnat français et la polémique s'est dissipée autour d'Idrissa Gana Gueye. Le PSG s'est largement imposé face à Metz et le milieu de terrain sénégalais entré en cours de jeu a été célébré par ses supporters. Une défaite qui acte définitivement la relégation de Pape Matar Sarr, Pape Ndiaga Yade au Panguet. Ce revers profite également à l'AS Saint-Etienne de Sada Thioub et de Hassan Djoussi qui va disputer la finale de la montée face à Auxerre. Papa Alassane Gueye était titulaire avec Marseille qui a écrasé Strasbourg 4-0 pour se qualifier directement en Ligue des Champions la saison prochaine. En Angleterre, Sadio Mané a inscrit son 6e but en championnat cette saison, mais Liverpool y a longtemps cru avant de se rendre à l'évidence que cette année, City est meilleur en championnat. United est battu par Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, entré en cours de jeu. Nampalys Mendy, lui, termine sa saison avec une titularisation et un succès 4-1 à domicile face à Southampton. De même que Chelsea et Edouard Mendy qui ont enfoncé Watford et Ismaïla Sarr, déjà relégués 2-1. En Italie, Fodé Ballo-Touré est sacré champion avec le Milan AC devant l'Inter. Kalidou Koulibaly et Napoli terminent la saison avec une victoire 3-0 devant la Spezia et finissent 3e au classement. Keita Diaobaldé avec Cagliari, Saliou Ciss avec l'AS Nancy Lorraine et Mamadou Loum Ndiaye sont définitivement relégués en division inférieure. L'enquête du lundi met un coup de projecteur sur le projet Icon City. 2 ans après l'annonce en grande pompe, la promesse prend des allures de mirage. Qui plus est, beaucoup de questionnements assombrissent justement l'espoir des habitants de Mbodiène. Mbodiène, localité censée accueillir cette ville de rêve du chanteur sénégalo-américain. Une enquête signée Moussa Fall, Séléman Diallo, Augustin Mandang et Hassan Gueye. Regarde. Le méga-projet de Akon est au point mort. Aucun mur n'a été construit depuis le 31 août 2020. La première pierre est encore la dernière. À l'entrée de Mbodiène, où la cité des rêves est prévue, seul le château d'eau, une famille de nomades et la savane sont visibles à l'œil nu. Nous nous trouvons au site où s'était déroulée la cérémonie de pose de première pierre du projet Icon City. La cérémonie a été tenue ici en septembre 2020, donc pratiquement depuis 1 an ou 4-5 mois, quelque chose comme ça. Et depuis lors, il ne s'est rien passé? Bon, pour le moment, non. Il ne s'est pratiquement rien passé. En compagnie du promoteur en plein Covid, le ministre a cru voir des clignotants au vert comme ça tout nu. C'est là qu'il y avait des doutes sur l'attractivité du Sénégal, en particulier l'Afrique en général, doivent se convaincre qu'il y a des hommes et des femmes qui croient à l'Afrique.
Le musicien est venu ici à 3 reprises. Il semble avoir gagné la confiance des habitants. Il ne les regarde pas de haut. Il est d'ailleurs en train de réaliser le foyer des jeunes. Et qu'on est venu ici à Mbodiène, en discussion, on lui a présenté le projet. Mbodiène est le village aux 2 mers. La lagune est un don du ciel. La nature est prodigieuse. Il y a une solidarité active dans ce village-là, entre les chrétiens et les musulmans. C'est un village intellectuel où nos écoles, les premières sont construites depuis 1958. Mbodiène est partie intégrante de Nguéniène, le fief de feu Ousmane Tanor Dieng. Nguéniène, ça a toujours été le bastion du Parti socialiste à travers Ousmane Tanor Dieng, paix à son âme. Mais cette année, on a eu un changement quand même. On a un changement à la personne de Alpha Samba, qui était dans la coalition de Buntubi. 6 milliards de dollars, 500 hectares, une ville hors norme sur fond de crypto-monnaie pour que le Sénégal fasse office de porte du retour en Afrique. dama bëgg africain américain ñëpp su ñuy ñëw Afrique seen premier stop mu nekk fii Sénégal. mais dëkk kay boo fa juddoo yaroo fa say mbokk juddoo fa say maam juddoo fa nga juddoo fa mais fa nga dëkk loolu même boo ko deful sax loolu daf ko war a soo amee war na la soo amul war na la c'est clair c'est clair. Le projet est une porte close, sans serrure ni poignée pour le moment. Aucune communication officielle sur les raisons du blocage. Certains l'expliquent par le corona. Rome ne s'est pas fait en un jour. Les défenseurs de ce projet filent la métaphore de l'arbre fruitier. Un arbre, quand tu le plantes, tu ne manges pas les fruits le lendemain. Il faut être patient. Nous attendons. À Dakar, des architectes interrogés hors micro ont qualifié le design de Akon de loufoque. Atepa a été un des rares à être dithyrambique. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh, c'est trop moderne, c'est trop futuristique ». Mais si ce n'était pas ça, on n'en aurait pas parlé. Des économistes se montrent aussi sceptiques quant à la rationalité de la totalité. Je crains que le pire ne se passe sans aucun contrôle, parce que l'État presque a tout donné. Ici, l'aspect particulier, c'est qu'ils seront dans leur enclos là, avec leur crypto-monnaie. Les spécialistes du tourisme notent que l'initiative découle d'une vision. Même si la communication n'est pas satisfaisante, il ne faut pas préjuger en parlant d'arlésienne ou de fiction. Je ne peux pas dire que c'est un éléphant blanc. S'il y a communication, c'est normalement le cabinet ou en tout cas le promoteur Akon qui doit s'adresser justement aux populations, aux administrations pour leur fournir les informations nécessaires à l'évolution du projet. Le Sénégal a abrité la première station balnéaire en Afrique de l'Ouest, en l'occurrence Saly Portudal. Pointe-Sarène à son tour est en cours de construction. Akon City de Mbodiène est audacieuse et controversée. Les Saint-Justes veulent voir avant de croire. Ce n'est pas être oiseau de mauvais augure. Mais le dénigrement systématique, c'est aussi une forme d'aigreur. So this city is more than just a futuristic, renewable, Akon reste une icône, avec ou sans la ville, qui pour le moment ne brille de mille feux que sur la maquette. Dernier chapitre de ce journal. Le pavillon Sénégal accueille une quarantaine d'artistes. Les œuvres du mois, leurs expressions gravitent autour du thème l'aussitôt ou encore fagot de bois en langue mandingue.
Les créateurs s'inspirent du commun vouloir de vie commune au Sénégal. C'est un sujet de Barroso et Mamadou Dieng. Le pavillon du Sénégal offre un cadre d'expression aux artistes. Chacun raconte son histoire, son vécu par le biais de son talent artistique. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est plutôt la vie en communauté. J'ai eu affaire avec des workshops, des travaux d'atelier avec ces gens-là, des travaux de peinture sous verre, rien que pour leur enseigner notre culture, pour qu'ils puissent savoir que nous avons une culture très riche et que cette culture doit être partagée. Parce qu'on voit très souvent des gens qui ont des enfants qui grandissent à l'étranger et tout ça, qui ne peuvent même pas parler la langue wolof, qui ne savent rien de notre culture. En tant qu'artiste, de la diaspora, notre ambition est partager cette culture avec ces enfants-là et avec la communauté sénégalaise. Le commissariat du pavillon a en amont souhaité diversifier la création dans cet espace réservé au Sénégal. Ainsi, les artistes s'expriment à travers plusieurs thèmes. Il y en a qui ont parlé du salon, d'autres qui ont parlé de la geste des Tchoubalo, l'environnement Lébou. Il y a eu d'autres thèmes aussi sur le rêve. Tout ça, en fait, c'est ça qui fait le Sénégal. C'est ça qui fait qu'on peut légitimement être en lien avec l'Afrique et avec le monde. Parce que le message n'est pas un message d'enfermement, le message est un message d'ouverture. La possibilité d'être ensemble, la possibilité d'être avec le monde. Le pavillon du Sénégal porte un nom manding, l'Osito. Cela signifie le fagot de bois. Ce thème fait allusion au vivre ensemble des Sénégalais. L'Osito, c'est également interroger la commune volonté qu'ont les Sénégalais de vivre ensemble. Et ces aspects-là ont été évoqués et mis en situation. J'ai demandé à des artistes de travailler sur le thème à partir d'un référent géographique, parce que nous partageons une géographie. Mais au-delà de cette géographie aussi, il y a également un dépassement de ces géographies-là, parce que nous avons une activité diurne et une activité nocturne. Le Sénégal est logé dans l'exposition IN. Une quarantaine d'artistes racontent leurs histoires au pavillon du Sénégal, érigé au musée des civilisations noires. Un petit tour dans le champ lexical de la Biennale. Certaines expositions sont dites in, d'autres off. Que veulent dire ces termes, ces mots dans justement le Dakar qui se tient dans notre capitale? Les explications du commissaire du pavillon Sénégal, écoutez-le. En fait, il y a des expositions qui sont in. Ces expositions-là, en fait, c'est les expositions dites officielles. Il y a l'exposition internationale. Donc il y a des artistes qui ont postulé et donc un jury a choisi, un commissaire plutôt, et puis a choisi ces artistes-là. Il y a également d'autres activités qui sont des activités officielles comme le pavillon du Sénégal que je dirige, le pavillon de la Chine, le pavillon de la Côte d'Ivoire et d'autres activités comme les rencontres échanges, etc. où les gens font le point sur l'état de l'esthétique en Afrique. Ça, ce sont les activités in. Les activités off sont nées de la volonté d'acteurs privés qui ont voulu accompagner la Biennale et qui ont donc organisé des événements autour de la Biennale. Et donc tous ces événements autour de la Biennale, on les appelle les activités off. Quand vous êtes promoteur et que vous avez envie, durant la Biennale, de montrer quelque chose, vous faites juste un référencement de votre programme par mail, et puis un comité donc va prendre en charge la requête et puis mettre ça sur une plaquette et mettre ça en musique. L'idée, c'est que le off puisse accompagner la Biennale, mais tout en étant en fait dans le thème et dans les valeurs fondamentales de la Biennale. Fin de cette présente édition. Je vous retrouve demain à 19h45, à 21h45, 21h15 sur ITV ce soir. Arène sénégalaise avec Ngagne Diagne. Excellente soirée sur ITV. Au revoir, à demain.